Donc, on va commencer. Donc, nouveau webinaire organisé par Guadeloupe Tech, donc cluster qui regroupe les entreprises du numérique en Guadeloupe, association à un but non lucratif. Donc, on a repris les activités il y a maintenant une dizaine de jours. Et donc, on est dans le format qu'on a appelé webinaire opportunité, où l'objectif, c'est de pouvoir présenter alors, à nos membres, même si effectivement, là, dans un premier temps, on laisse ouvert un peu à tout le monde, mais à nos membres, des opportunités à saisir. Donc, on a d'abord eu le projet Yemaya, qui est un projet d'expérimentation 5G qui est porté par Dauphin Télécom à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Donc, pour ceux qui ont des objets, des services à tester. Ensuite, on a pu faire un point vendredi dernier avec des présentations de membres de l'association, donc Freely Market, imprimé en ligne à la demande, Kakafet et Serenity Island de Maïté Perro et Freely Market de Clyde Rinaldo et son associé. Et donc aujourd'hui, donc on continue avec le village Baïséa, Guadeloupe, qui va ouvrir incessamment sous peu. Et donc, nous avons la chance d'avoir Rosan Mounien, pardon, avec nous ce soir, qui va nous présenter l'opportunité qui a participé au village Baïséa, sachant qu'il y a un appel à candidature en cours et comme je disais, qu'on est dans la dernière ligne droite. Donc, après cette présentation, si vous avez des questions, si aussi vous vous demandez si vous pouvez candidater ou pas, est-ce que vous rentrez dans les types d'entreprises attendus ou pas, mais il ne faudra pas hésiter, si vous n'avez pas encore eu la réponse dans la présentation, à poser vos questions à Rosan Mounien lors de ce webinaire. Donc, je ne vais pas me faire plus long et je vais passer la parole à notre représentant du village Baïséa. Merci, bonjour à tous. Merci de venir et de participer à ce webinaire. Merci Sébastien de m'avoir invité, me permis de m'exprimer sur notre appel à projet qui prend fin. On aurait souhaité pouvoir le faire peut-être plus tôt, mais c'était la période des vacances et on a eu un impact Covid qui a un peu touché tout le monde et qui nous a un peu désorganisés. Mais globalement, on est dans une phase de construction de notre village qui a été engagée depuis, qui s'est accélérée depuis le deuxième trimestre. Donc, la partie travaux en tant que telle est quasiment terminée, mais ce n'est pas le plus dur, hein, de mettre en place des bâtiments, tout ça, on sait faire, on a des équipes, ce n'est pas le plus compliqué. Ce qui est nouveau pour nous, c'était de rentrer sur ce segment d'activité. Un segment d'activité, parce que moi, j'ai travaillé dans tous les segments d'activité qui concernent la création d'entreprises, d'entrepreneuriat depuis le début de ma carrière au Crédit Agricole. J'ai commencé avec les agriculteurs, donc c'était notre Crédit Agricole, c'était notre leitmotiv, et ça l'est encore, parce qu'on est le premier financeur de l'agriculture, tant au niveau local qu'au niveau national. J'ai travaillé avec les professionnels, avec les CCI dans des démarches d'accompagnement à la création d'entreprises, de formation, de développement de la relation bancaire, puis sur le financement de projets. Et depuis quelques années, j'ai été sur les plus grandes entreprises, sur le financement, l'accompagnement des PME, ETI, et même certaines filiales du CAC 40 qui ont des succursales en Guadeloupe et qui sont clientes du Crédit Agricole. Donc, une belle vision de l'entreprise et j'arrive depuis le mois de juin en tant que maire du village. Qu'est-ce que c'est que le village? Le village Baïséa, c'est un accélérateur de business et d'innovation que le groupe a engagé depuis 2014. C'est un projet qui a démarré sur Paris. Aujourd'hui, il y a 37 villages au sein du groupe Crédit Agricole. Il y en a 3 en cours d'ouverture, dont celui de la Guadeloupe, pour amener à 40. Et il y en a 4 à l'international, 3 en Italie, 1 au Luxembourg. Il y a des discussions en cours sur Londres, New York, Shanghai, Tokyo également. Et puis, on a des présences au Maroc, en Pologne. Ils sont aussi des discussions qui sont engagées pour élargir le réseau. Donc, c'est vraiment un réseau très dense
et qui touche tout le territoire national, mais qui tend aussi à aller au-delà du territoire. Alors, ça sert à quoi en fait? On a dans ce groupe Crédit Agricole des expertises très importantes sur l'accompagnement des entreprises qu'on souhaite mettre à disposition au travers d'une structure qui sort du cadre bancaire pour nous permettre d'aller plus loin sur certaines démarches et de sortir du cadre de la relation classique et se mettre au même niveau parce que quelque part, le village, c'est quasiment une petite start-up aussi que l'on crée à chaque fois qui démarre et qui essaie d'équilibrer ses comptes et qui n'a pas un but euh, de gagner de l'argent, mais on est aussi des spécialistes des entreprises et de la création d'entreprises. On sait aussi par nature que tout ce qui ne s'équilibre pas ne dure pas. Donc, quand même cette notion d'équilibre qui se fait avec les partenaires. Et on met tout ce monde-là en réseau. Aujourd'hui, il y a 960 startups, il y a plus de 600 partenaires. Donc, on a un réseau qui permet, en fonction de la relation qu'on développe avec le village, d'être connu de l'ensemble des réseaux, donc de pouvoir répondre à des appels d'offres ou des appels à projets aussi de d'autres startups ou de d'autres partenaires, ou d'apporter des réponses sur des besoins qui concernent ces partenaires, même s'ils sont très loin de nous, mais au travers du réseau, on facilite toutes ces démarches et on facilite aussi les rencontres parce que être au village permet aussi d'accéder aux autres villages quand c'est nécessaire, quand le besoin de sortir du territoire pour aller vendre son projet, pour aller signer des accords commerciaux, le nécessite. Et donc, créer un lieu qui soit différent du domaine bancaire pour que nos start-upers se sentent à l'aise et que nous-mêmes, nous soyons dans un écosystème qui est totalement différent et qui est créé pour leur permettre de se développer. Et donc, effectivement, nous, on a choisi d'être un accélérateur de projets innovants. On ne peut pas aller sur tous les projets, sur toutes les démarches, hein, parce qu'il faut savoir se centrer sur une démarche bien encadrée et mettre tous les moyens qu'il faut pour le faire. Et ensuite, après, démultiplier la manière de faire pour que d'autres puissent aussi aller sur d'autres secteurs. Mais nous, on a choisi l'innovation. Et en mettant en place un programme d'accélération sur mesure pour chaque startup, une coopération entre les startups et les partenaires, un réseau implanté sur toute la France, j'en ai parlé, puis des bâtiments d'exception pour nous, peut-être moins que ce que l'on peut voir au niveau national. On est sur des sites historiques, des sites classés. On est, nous, sur un village qui sera au cœur d'un très, très beau site qui est le siège du Crédit Agricole, au milieu de son jardin, juste un peu à l'écart, mais au cœur du siège du Crédit Agricole. Donc, juste rapidement, mais je ne reste pas sur le sujet pour bien montrer le maillage, présent à Saint-Denis, à Fort-de-France également, et les centres qui sont en cours d'ouverture également. Donc, avec le réseau international, les développements qui sont prévus et les discussions qui sont en cours en Pologne, en Ukraine, au Maroc et aux États-Unis. Au niveau de l'offre, qu'est-ce qu'on propose? Un accompagnement individualisé avec l'identification des besoins d'accompagnement spécifiques et des mises en relation, une co-conception de plans de développement et d'objectifs, rencontre avec des experts métiers, un accompagnement par un mentor, une participation à des ateliers thématiques, des moments d'échange collectif également avec une animation et des événements au village, des rencontres avec les start-upers du réseau, entraide et coopération. Donc, il y a des choses qui sont structurées, organisées au sein des villages et qui sont animées par les villages et qui permettent aussi de bénéficier de démarches qui sont engagées ailleurs, soit au travers aujourd'hui de visioconférences, mais également si on souhaite se déplacer, aller dans des manifestations qui sont réservées aux startups des villages. Sur la partie business réseau, présence sur les supports de communication du village, Internet, réseaux sociaux. Merci, participer aux événements en France, à l'international, et pitch en vue de levée de fonds, parce que on a par exemple une formation qui est engagée sur le mois de novembre pour permettre de préparer la levée de fonds
elle est préalable à un espèce de speed dating, mais entre des partenaires, des entreprises qui ont des besoins et des start-upers, ce qui permet rapidement de mettre en relation et de s'habituer aussi au travers de ces démarches encadrées, d'être en contact d'investisseurs potentiels ou de clients potentiels et de pouvoir aussi, et c'est ça l'enjeu, c'est l'enjeu pédagogique, de pouvoir entendre leur retour sur notamment ce qui n'a pas convaincu, ce qui était bien dans le projet, ce qu'il faut continuer à travailler. Enfin, bien sûr, dans ce souci d'équilibre, on a un coût. Donc, c'est une location mensuelle de 150 € pour ceux qui sont hébergés, mais on a aussi prévu dans notre démarche de prendre des start-upers qui ne sont pas forcément hébergés, qui sont déjà très avancés dans leur projet, qui ont déjà leur lieu d'exploitation, mais qui veulent bénéficier de l'accès au réseau, donc ont aussi un prix qui sera réduit. Et dans notre démarche, c'est une démarche de responsabilité, hein, tous ceux qui rentrent dans le réseau sont aussi des actionnaires de la SCIC, hein, c'est la forme juridique que nous avons choisie pour être associés du village. Et également, on travaillera les sujets de levée de fonds et bien sûr, on a regardé un peu les pratiques sur le sujet et il y aura aussi une contribution sur les fonds qui seront reçus. Les principaux ateliers thématiques, RH, juridique, financement, vente, comptabilité, marketing, international, communication, business model, fiscalité, levée de fonds. C'est un enjeu fort pour nous, la levée de fonds, parce que nous, on souhaite vraiment travailler ce sujet dès le départ et apporter aussi des solutions du groupe qui n'ont pas été développées jusqu'à présent ici, puisque nous-mêmes, Crédit Agricole, on n'était pas forcément prêts à les gérer. Aujourd'hui, on est armé pour ce type de démarche et donc on est vraiment parallèlement au développement du village et du développement des startups qui seront au sein du village. On a engagé des démarches aussi pour développer des solutions qui permettent de répondre à un certain nombre de besoins de ces startups. Et puis la prise de parole en public, parce qu'on est aussi persuadé que c'est quelque chose de transversal sur l'ensemble. Hein. C'est la relation qu'on va développer, c'est la capacité de convaincre rapidement, c'est la capacité de faire passer des messages, c'est la capacité de vaincre sa timidité par moment ou de travailler sur la manière de faire passer des messages percutants et de séduire, de convaincre assez rapidement. Donc, on a choisi d'intervenir sur des domaines d'excellence, l'agroalimentaire, le logement, la santé et bien vieillir, l'économie d'énergie. Et on a fait des extensions également par rapport aux besoins de notre territoire sur le développement durable, sur les énergies renouvelables, sur la mer, le tourisme. Donc, voilà, globalement, on a prévu d'un point de vue logistique des bâtiments de coworking, mais on a aussi des infrastructures qui sont très développées au sein de notre siège et de mettre à disposition des salles de réunion, des salles de visio bien équipées, de pouvoir aussi mettre à disposition les jardins du Crédit Agricole pour l'organisation d'événements, pas mal de sujets qui sont prévus dans les conventions de relations. Et aussi de signer de nombreux partenaires qui sont des références d'un point de vue associatif ou institutionnel dans le domaine de l'accompagnement des entreprises, mais également qui sont aussi des références parce qu'ils sont des chefs d'entreprise qui ont déjà réussi, qui ont envie d'accompagner la montée en puissance de l'innovation localement et plus globalement des startups et de contribuer à développer cet écosystème. Voilà en quelques mots la présentation, peut-être pas toute petite, mais la présentation que je voulais faire du village. Et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Alors, s'il y a déjà des questions, n'hésitez pas. Moi, j'ai peut-être une question pour lancer sur le process de sélection de candidature.
Et du coup, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité, par exemple, spécifiques, ou est-ce que c'est assez ouvert? Est-ce qu'il y a des stades de maturité euh, qui spécifiques, pareil, pour les entreprises? Euh, Est-ce que tu peux peut-être repréciser un peu là-dessus? Euh, Donc, au niveau des secteurs, on a priorisé l'innovation dans Mhm. toute sa dimension, avec une priorisation qui est faite sur ces secteurs d'excellence et les secteurs d'extension que j'ai présentés. Mais il est clair que si on est sur un projet qui est hors de ces secteurs, mais qui présente un caractère innovant très fort et quelque chose qui a du sens pour le territoire et qui nous paraît essentiel de l'accompagner, on ne fermera pas les yeux dessus, on ne va pas l'exclure, on va l'écouter, on va le laisser pitcher et nous convaincre de l'accepter. Mais c'est vrai qu'on a bien cadré parce que derrière, on ne veut pas partir dans tous les sens. Et nous, ce qu'on n'en veut pas, et on est très ferme dessus d'ailleurs, c'est qu'on ne veut pas être un hébergeur de vente, d'importation, de placement market. Il y a d'autres d'autres outils qui sont faits pour les accompagner. Nous, c'est pas le secteur dans lequel on veut aller. On veut vraiment mettre en évidence la créativité locale et l'innovation et accompagner cette innovation à se structurer, à se faire connaître parce qu'on a la chance d'avoir des outils de communication, on a la chance d'avoir une expérience dans la communication et des moyens pour communiquer fort, on a la capacité d'organiser des événements qui ont de l'impact. On a beaucoup d'idées parce qu'on a déjà mis en évidence, on a déjà fait venir, par exemple, 40 000 Guadeloupéens dans les jardins du Crédit Agricole lors des 6 jours du Crédit Agricole. Donc, on s'est associé des événements sportifs populaires et donner accès aussi et on l'avait fait sur l'artisanat, donc donner l'accès à l'artisanat, un passage, un volume de personnes avec un coût qui est moindre. Souvent, on demande un coût qui est simplement pour écarter ceux qui ne sont pas sérieux et qui ne sont pas motivés. Mais on ne va jamais, on va toujours s'organiser pour que le coût de revient soit le plus bas. Donc, en termes de maturité, on veut que ça soit des projets qui soient déjà structurés et que nous, on va aider à se développer et à accélérer le développement. Donc, effectivement, si on est vraiment dans la création de son projet, le village n'est pas fait pour ça. Il faut continuer à travailler sur le sujet. Pour autant, on peut ouvrir sur certains ateliers si nécessaire pour des personnes qui seraient au tout début de la création de leur projet, mais on a besoin de projets qui sont mûrs et pour lesquels on peut apporter la logistique qu'il faut pour le développement et qui sont réceptifs à ce que l'on est capable d'apporter en termes d'accompagnement. Puisque parler de marketing, de communication, de stratégie, quand on n'a pas encore sécurisé la faisabilité de son projet en tant que tel ou on n'a pas sécurisé son innovation, c'est trop tôt. Donc, ce qui veut dire derrière, ça sera une perte d'énergie pour tout le monde. Et nous, on veut des gens qui soient prêts à rentrer sur le marché et qui ont un certain nombre de questions, des questions qui sont classiques et que souvent on, on peut négliger à certains moments et qui peuvent avoir un impact important sur le développement de l'entreprise. C'est la structuration juridique. C'est très tôt parler sur quel support, qu'est-ce que je vais mettre en capital, comment je structure tous ces aspects, être capable d'échanger avec l'expert comptable, avec un expert juridique et pour faire prendre des bonnes décisions au départ. Et donc, nous, ça, on sait le faire parce qu'on est critique sur ce que nous apportent nos clients. Donc, on a déjà une bonne expertise sur le sujet. Donc, on sait ce qui marche, on sait ce qui ne marche pas. Et donc, on a un bon complément entre le juridique, la comptabilité, puisqu'on utilise tous ces experts dans la relation que l'on a avec nos clients. Et au fur et à mesure, on franchit les autres étapes, toute la partie communication, le nom de la marque, le nom de la société, le nom de la marque également. S'il faut modifier l'enseigne, on ne modifie pas le nom de sa société, mais si l'enseigne ne colle pas avec la stratégie qu'on a développée, c'est tous ces sujets. Nous, on n'est pas forcément experts, mais ce qu'on souhaite, c'est travailler avec des gens. On a déjà des idées, on a des gens qui sont d'ailleurs dans le webinaire et
qui ont de grosses expertises sur le sujet, qui seront en mesure de nous accompagner et d'aider à ce qu'on puisse mettre, en mutualisant les coûts, des expertises de niveau important à la portée de créateurs d'entreprises et de startups. Ok. Merci pour les précisions. Alors, on a 3 questions dans la discussion et ensuite, on a aussi une demande de prise de parole de Nicolas Bonnard. Alors, d'abord, Lucien Angelo, pouvez-vous nous en dire plus sur la levée de fonds? Du coup, j'imagine la partie que tu as présentée sur le pourcentage. Alors, je te donne les 3 questions, comme ça tu pourras y répondre dans l'ordre, enfin dans l'ordre que tu souhaites. Quelle sera la périodicité des appels à projets? Donc, appel à candidature, j'imagine. Et bonsoir, donc combien y a-t-il de places? Donc, ça, c'était Régis Giroménias, pardon. Et ensuite, Nicolas Le Sieur, bonsoir. Combien y a-t-il de places au village et quand est la deadline de remise des dossiers de candidature? Donc, levée D'accord. de fonds, périodicité des appels à candidature, quantité de places et deadline. Et juste après, on va donner la parole à Nicolas Baudin. Très bien. Sur la levée de fonds, c'est un sujet qui est très large et en même temps qui est très compliqué à mettre en œuvre localement. Nous, on est en train de travailler le sujet. On est en train d'identifier tous ceux qui peuvent intervenir au travers de leurs règles d'intervention localement. On est en train de regarder ce qui n'existe pas pour essayer de voir aussi si on ne va pas travailler certains sujets nous-mêmes en direct. Et également, et moi-même, je vais partir en formation sur le sujet. Je ne suis pas un spécialiste de levée de fonds parce qu'on fait de la banque de détail depuis des années et qu'on rentre sur des sujets qui sont des sujets de banque d'affaires. Et on a, nous, déjà, pour pouvoir nous muscler sur le sujet de levée de fonds, on est en train de signer une coopération, c'est tout neuf, avec une banque d'affaires bretonne, qui est une banque d'affaires Crédit Agricole, une coopération. Ça nous permet de bénéficier de toute l'expertise de 4 grosses caisses bretonnes localement pour pouvoir avoir un banquier d'affaires, avoir des juristes de haut niveau qui puissent nous permettre de structurer, d'organiser, d'accompagner ce type de sujet. Et donc, effectivement, sous la levée de fonds, on a une bonne connaissance des levées de fonds sur des sujets très élevés avec des levées de fonds très complexes. Et ce qu'on a souvent eu comme difficulté, c'est d'arriver à créer des outils qui soient adaptés aux besoins d'entreprises de la taille de nos startups. Des levées de fonds à plusieurs millions tout ça est bien encadré, on fait des demandes, le projet intéresse, on a tout de suite des très grosses filiales, que ce soit Cassib, etc., qui sont capables de nous accompagner. Mais arriver à le faire à une échelle locale sur des besoins qui ne sont pas des besoins millions d'euros, mais des fois juste en quelques ou 200, 300 000 euros, c'est plutôt des intervenants sur le net qui le faisaient et qui sont quand même souvent assez loin et qui n'accompagnent pas forcément le porteur de projet. Et c'est cette jonction qu'on va essayer de construire localement, c'est-à-dire de travailler avec pas uniquement ceux qui sont hébergés chez nous, mais bien comprendre quel est le besoin, qu'est-ce qui manque par rapport à ce qui existe comme des mimosas, comme des plateformes qui accompagnent ce type de démarche, soit au travers de prêts participatifs ou d'autres formats d'accompagnement. Ce qui existe, ce qui manque et comment on peut accompagner tout le monde en préparant la levée de fonds. Et donc, nous, il y a des experts qui existent sur le sujet. On les a déjà identifiés. Il y en a qui sont au niveau national et qui sont prêts à venir faire des formations ici. Donc, mais ça doit être progressif. Répondre à la question aujourd'hui est un peu compliqué parce que nous, on est dans une démarche qui est progressive et que la levée de fonds, elle doit accompagner le développement des startups qui sont avec nous. Donc, sur la partie coût, c'est parce que aussi on va mettre des moyens importants. C'est simplement pouvoir nourrir le budget du village dans le temps et renforcer au fur et à mesure l'accompagnement. Il n'y a pas d'enjeu d'enrichissement du Crédit Agricole sur le sujet. C'est vraiment dans cette démarche d'équilibre et que ceux qui réussissent, quelque part, ils vont cotiser pour les générations d'après, qu'ils puissent avoir un niveau d'accompagnement qui soit autant du même niveau, voire mieux au fur et à mesure de l'expérience qu'on va accumuler.
Voilà. Au niveau du nombre de places, on est parti sur quelque chose de très raisonnable au départ. On pensait pas qu'on aurait eu un tel écho assez rapidement, mais on est parti sur, globalement, on a 8 places en hébergé et on prévoit de prendre en non hébergé. On a déjà identifié un certain nombre de structures aussi qui seraient intéressées parce que justement, ils sont déjà en avance sur le développement de leur projet et qui n'ont pas besoin de l'hébergement. Mais dans un premier temps, c'est la première étape, mais on va regarder comment les choses se développent, mais on a l'espace qu'il faut pour agrandir. On a des bureaux qui sont disponibles au siège aussi très rapidement. Ce n'est pas suffisant que l'espace n'est pas. On a des locaux qui sont aménageables assez rapidement. On a un siège qui était prévu pour plus de 300 collaborateurs. Il y en a moins de 200 aujourd'hui. Donc, on ne manque pas d'espace à Petit Pérou pour mettre à disposition des start-upers. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est quelque chose qui soit moderne, où on se sente bien, qui soit dans l'état d'esprit de ce que vous avez eu. Vous pouvez cliquer sur le site Village by CIA, vous aurez rapidement quelques images et qui soit un peu conforme à ce qu'on peut voir sans avoir cette ambition, mais à ce qu'on a comme image des Silicon Valley et le côté très connecté, très moderne et très convivial. C'est un espace de vie avant tout qu'on essaie de construire et qui sera ouvert 24 heures sur 24 avec des capacités d'accès 24 heures sur 24 et on a autour un espace garden avec des paillotes sur lesquelles on aimerait installer des bornes Wi-Fi pour permettre que l'on puisse aussi être déconnecté de conditions de travail fermées si on a envie d'aller s'asseoir même sous un cocotier. On est en train d'installer tout ça pour qu'on puisse vraiment se mettre dans les meilleures conditions de travail dans cet espace. Il y avait une partie aussi sur la deadline de remise des dossiers Voilà. et je pense que il y avait une autre question sur la partie périodicité des appels à projets. Peut-être que si quelqu'un n'est pas forcément au stade que vous voyez pour l'accompagnement aujourd'hui, ben, est-ce que vous avez déjà une visibilité sur, peut-être que c'est dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, je ne sais pas, le prochain appel à candidature. Donc la deadline pour cette fois-ci et la périodicité. Donc, on n'a pas encore de réponse sur la périodicité parce que globalement, c'est un contrat de 2 ans qu'on signe avec nos hébergés. Et de l'autre côté, ça veut dire que l'on doit mettre en place très rapidement un programme d'agrandissement du village, prendre des décisions stratégiques que je ne maîtrise pas aujourd'hui, pour si on veut faire un deuxième appel à projet dans quelques mois. Donc, dans d'autres villages, on a un appel à projet par an, globalement, parce qu'il faut mettre un contrat d'accompagnement minimum de 12 mois qu'on renouvelle et on n'a souvent pas beaucoup de départs. Donc, c'est aussi ça l'enjeu, c'est que c'est pas partir avec trop de projets pour pas bien accompagner ceux qui sont là. Et puis, ce que l'on va faire également, c'est que au-delà de l'hébergement, on a des sujets en termes de conférences et d'accompagnement collectif, ou des sujets collectifs qu'on va ouvrir avec une tarification qui sera différente pour ceux qui sont non hébergés, mais les événements que l'on va réaliser et les ateliers ne seront pas forcément fermés, puisqu'on on signe un partenariat avec Guadeloupe Tech, on signe un partenariat avec d'autres intervenants du monde des startups. C'est aussi parce qu'on souhaite animer de manière forte le site, créer des événements, mais des événements qui soient utiles, qui soient ciblés. On n'est pas uniquement pour faire de la com, mais vraiment des événements à faire venir, s'il le faut, des experts, faire des visioconférences avec des experts. On a démarré on a démarré avec Gunther Poli pour bien montrer ce qu'on était capable de faire et qu'on était capable de convaincre des pointures de venir localement. Mais on a aussi l'envie de mettre en valeur les expertises locales au travers d'événements qui sont intimistes parce qu'on aura des espaces où on pourra inviter des startups dans tel ou tel domaine d'activité si on fait quelque chose sur l'agroalimentaire et l'agriculture.
inviter des startups très spécifiques, mais inviter pas que ceux qui sont hébergés, mais ceux aussi qui font le marché, ceux qui sont déjà un peu plus développés, de discuter autour d'un thème, de travailler sur un sujet. Voilà. Voilà, c'est la réponse que j'avais apportée sur la notion de périodicité La au fur et à deadline mesure. pour cette fois-ci? Et la deadline, c'est le 15, c'est demain. C'est demain minuit. Donc, vous pouvez m'envoyer vos dossiers rosan.mounier@ca-guadeloupe.fr. Sinon, vous tapez Village by CA. Vous avez également, je vais essayer de peut-être mettre le lien sur le. Voilà, bravo. Merci. Voilà, sur le lien Village by CA également, et vous avez l'adresse mail de Village by CA. Oui, j'accuse réception de tous les dépôts de dossiers. Donc, si Maurice, je t'ai pas répondu, j'en suis désolé, mais normalement, oui, je réponds à tout le monde. Et je te confirme que j'ai reçu. Si vous regardez, pour ceux voilà, qui souhaitent candidater, le premier dossier, ce n'est pas un dossier très lourd, hein. C'est un dossier assez synthétique avec des éléments administratifs en fait, sur la structure. Et donc là, ça montre aussi tout de suite le stade de maturité attendu. Une pseudo, entre guillemets, quelques lignes de motivation sur pourquoi vous souhaitez rejoindre le village BASEA et puis quelques éléments qui permettent d'avoir une perspective sur vos développements. Donc, théoriquement, si vous avez déjà des éléments, même si la deadline est demain, si vous avez déjà des éléments de présentation de votre projet, de vos entreprises, c'est quelque chose qui peut aller assez vite. Alors, juste avant la question de Sabine, il y avait Nicolas Bonan qui avait demandé la parole. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, je pense que oui. Hop. Rapidement, j'avais en fait deux questions. L'une qui porte sur le calendrier, au-delà de la sélection, enfin de la phase de candidature et sélection, quel est le calendrier prévisionnel, on va dire, de l'intégration des structures qui ont été retenues? Donc, on a prévu déjà le comité de sélection deuxième semaine du mois d'octobre, donc la semaine 41, si je ne me trompe pas, voilà. Et derrière, de communiquer assez rapidement sur les entreprises qui ont été, les startups qui ont été sélectionnées. Dès la Oui, semaine d'après, on envisage la remise officielle du kit d'accès au village. OK. Et puis après, le reste est en train d'être calibré en fonction des agendas des uns et des autres. On fera une inauguration grande pompe pour vraiment mettre en valeur. L'idée, c'est en faire un événement important. On sait organiser ce type d'événement de manière à faire beaucoup de bruit sur la démarche et pouvoir aussi mobiliser les collectivités majeures. On a un enjeu et on est en train de travailler dessus. On a déjà rencontré la région sur le sujet, donc on va recommencer les séances de travail. C'est qu'on veut trouver le moyen de faire subventionner une partie de l'accompagnement. Je ne sais pas comment on va y arriver. On va regarder quels sont les outils qui sont dispo. Je préfère mobiliser les fonds publics pour avoir un accompagnement de haut niveau plutôt que de dire ouais, il y a une enveloppe de 20 000 euros qui va être donnée pour acquisition de matériel, etc. Et qu'on soit plus, et c'est souvent l'erreur que l'on fait en création d'entreprise, c'est qu'on est mobilisé par ce qu'on peut obtenir. On perd des fois le sens de ce que l'on doit faire pour arriver à l'obtenir. Et donc, l'idée, c'est vraiment sortir des chefs d'entreprise qui soient musclés pour attaquer notre marché et qui puissent après s'ouvrir sur les autres marchés, mais qui ont une base solide sur leur capacité à gérer leur entreprise, leur capacité à lire le marché, à comprendre et à avoir des discussions
stratégiques avec d'autres chefs d'entreprise à convaincre et à pouvoir vendre un produit au bon prix, avoir ces notions de rentabilité, d'équilibre financier, d'avoir tous ces outils et de sortir relativement musclés les outils parce qu'un chef d'entreprise, il ne connaît pas le BE ou la valeur ajoutée précise de son entreprise, mais la marge, il la connaît. C'est un sujet qui est très simple, qu'il faut maîtriser, qu'il faut avoir en tête dans les discussions que l'on va avoir, etc. C'est sortir, et parce que c'est des choses que l'on apprend sur des années. Et en fait, le fait de les maîtriser par l'expérience et de les maîtriser très tard dans la vie de son entreprise, on se rend compte de toute l'énergie que l'on a dépensée sur d'autres sujets, alors qu'on aurait pu se centrer très rapidement la notion de start-up, c'est la notion de, c'est ce qui m'a plu le plus, hein, parce que c'est un monde que je connaissais pas très bien à force de vivre avec les grandes entreprises. J'étais un peu éloigné de ce qui était en train de se passer localement, mais ce qui m'a plu, c'est la notion d'accélération. Et la notion d'accélération, comme partout, c'est quelque chose qui est effrayant tant pour celui qui vit l'accélération, parce que ça peut être jouissif, mais ça peut être dangereux rapidement. Mais c'est dangereux pour tous ceux qui vont travailler avec le chef d'entreprise. Donc, tout le monde doit être vraiment au fait, hein, nous, au Crédit Agricole, on doit monter en compétence sur l'accompagnement parce qu'on n'a pas forcément l'expertise qu'il faut dans nos agences professionnelles. Le start-upper, il arrive au Crédit Agricole par rapport à sa taille de chiffre d'affaires, il ira dans un espace pro, peut-être même plus bas, parce qu'au départ, il va faire 5-10 000 euros de chiffre d'affaires la première année, qui ne seront pas grand-chose le temps qu'il développe son produit et qu'il soit connu. Et il n'aura pas forcément l'expertise dont il a besoin. Et donc, c'est tout ça aussi que nous aussi, on est en train d'organiser, de structurer, de manière à mettre une expertise élevé en face de potentiel élevé. Parce que le schéma bancaire, c'est expertise élevée en face de chiffre d'affaires élevé. Et des fois, chiffre d'affaires élevé ne dit pas potentiel élevé ni besoin élevé. On a des structures classiques qui vendent du carburant, etc., qui ont des chiffres d'affaires élevés, mais la taille réelle de l'entreprise n'est pas forcément élevée. Le besoin d'accompagnement n'est pas le même qu'une start-up qui va démarrer avec 300-400 000 euros, mais qui peut passer à 1,5 million l'année d'après et multiplier par 2 le chiffre d'affaires l'année d'après. Et donc, si il n'est pas costaud, il n'a pas tous les outils qu'il faut pour lui permettre de faire face aux besoins, à l'impact de cette croissance, et que de l'autre côté, les partenaires avec qui il travaille, dont le partenaire bancaire, ne sont pas avertis de l'accélération du besoin, parce que l'accélération du chiffre d'affaires, c'est aussi l'accélération du besoin. Quand on n'a que 10 jours de délai de paiement client, quand on fait 100 000 euros de chiffre d'affaires et quand on fait 5 millions, ça n'a pas le même impact en réseau sur le fonctionnement. Donc, c'est tous ces sujets qu'on veut amener les startups à appréhender de manière sereine parce qu'en fait, dès qu'on les connaît, dès qu'on sait comment discuter avec son expert comptable pour obtenir son business model, pour obtenir son plan de trésorerie, pour aller discuter avec son banquier, qu'on a les clés de langage, on a des ouvertures qui se font à des vitesses beaucoup plus rapides et on a un accès à des outils que l'on n'aurait pas imaginés et qui permettent d'accélérer le business et de le sécuriser. Top. Top. Bien. Merci beaucoup pour la réponse. On a une question du coup de Sabine Garnier qui demandait s'il y avait un retour d'expérience de la Martinique par rapport à une implantation qui a eu lieu un peu plus tôt que chez nous. Déjà à ton niveau, côté entre guillemets village et accompagnateur, est-ce que tu as des retours là-dessus? Et je ne sais pas si Alain est là toujours et peut-être qu'il pourrait nous faire un retour côté start-up. Donc, moi, dans un premier temps, je dois aller voir la Martinique, donc je dois les contacter. On était vraiment dans une phase de construction et moi de transition, parce que j'ai récupéré il y a peu le village depuis le 1er juin. Je vais moi-même aller au club. On a un club, on a des rencontres régulières sur le village par trimestre. Je vais au club village en fin de mois pour pouvoir aussi discuter avec l'ensemble des maires et avoir des retours d'expérience sur tout ce qui a été engagé. Donc, ça sera certainement aussi l'occasion de rencontrer le maire de la Martinique. Je dois
le contacter pour savoir s'il vient, parce qu'on avait un contexte Covid qui était un peu compliqué, donc on avait prévu des déplacements début septembre, tout s'est décalé. Et je compte bien sûr travailler avec eux, travailler sur le retour d'expérience et puis mutualiser, parce que si on doit faire venir des pointures et qu'on peut partager le coût, faire partager Guadeloupe-Martinique, faire un coup en Guadeloupe, faire un coup en Martinique, mettre à disposition, voir si on peut passer. La mutualiser. On a cette volonté de pouvoir apporter une réponse anti-Guyane. Nos marchés ne sont pas fermés. Et donc, on doit avoir des interconnexions qui nous permettent de pouvoir accompagner et répondre au mieux aux besoins du marché. On travaille beaucoup ensemble sur les entreprises. Donc, je pense que ça devrait se le faire aussi assez naturellement sur les villages. OK. Du coup, sur la partie internationale, avec les villages à l'international, tu pourras donner peut-être plus d'informations après, ces éléments-là, après ces rencontres-là. Tout à fait. La continuité de la question, c'était ça. D'accord. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, l'enjeu Caraïbes est fort. On en a bien conscience. La Caraïbe, c'est loin et c'est peu connu pour la métropole. Hein. Souvent, je vais être transparent. Nous, on est un peu seul quand on veut faire quelque chose sur la Caraïbe. Le groupe a une bonne connaissance de l'Amérique du Sud, même s'ils ne veulent pas trop y retourner. Il y a eu quelques dégâts par le passé, mais ils ont une bonne connaissance de l'Amérique du Sud, une bonne connaissance de l'Amérique du Nord. L'Amérique centrale et la Caraïbe restent assez peu connues. Même une opération basique avec Haïti ou Saint-Domingue peut paraître des fois compliquée. Mais globalement, c'est tout le secteur bancaire français qui a du mal à communiquer avec cette zone qui a souvent été une zone de crainte par rapport aux paradis fiscaux, par rapport à un certain nombre d'activités financières atypiques par le passé. Mais nous, on a envie de se tourner vers la Caraïbe. Donc on a commencé à regarder ce qui s'y passe. On a commencé à regarder quels étaient les freins au développement de la relation, de cibler aussi, parce on est établissement bancaire, donc on est dans des cadres de fonctionnement. Regarder aussi la notation des pays aussi, parce que c'est des choses qui peuvent compliquer toute relation, parce qu'on doit avoir des circuits bancaires qui soient solides pour qu'on puisse garantir un accompagnement sécurisé du business sur la Caraïbe. Après, on a les outils qu'il faut pour ça. Il nous faut juste développer quelques relations avec des structures qui soient identifiées comme fiables par l'Union européenne et par les règles internationales des circuits financiers pour qu'on puisse mettre en place des dispositifs d'accompagnement. Mais on travaille avec le CORECA, on travaille avec, on a déjà signé plusieurs partenariats avec le CORECA. On est prêt aussi, au travers du village, d'aller sur des sujets qu'on ne pouvait pas faire en tant qu'établissement bancaire pour développer une coopération sur la Caraïbe. Mais je pense que déjà, arriver à mettre en place tout ce qu'on veut faire, de le maîtriser, de faire en sorte qu'on enrichisse l'écosystème, qu'on apporte des choses supplémentaires, que l'on puisse cibler aussi avec ceux qui sont dans l'écosystème depuis plus longtemps que nous, comment on peut être complémentaire, ne pas faire concurrence à ce qui fonctionne, mais vraiment aller sur des sujets qui apportent un plus à l'écosystème guadeloupéen. Pour nous, déjà, ça sera la première réussite. Et ensuite, l'exportation, le développement vers l'extérieur, l'ouverture à d'autres marchés, c'est des choses qui se feront naturellement. On saura trouver des outils et en tout cas mettre en relation avec les personnes qui pourront accélérer cet accompagnement. Il y a une question de Giuliano Rémy. Alors, je pense que c'est pour ceux qui passeraient la première phase de sélection et qui vont être amenés à pitcher. Quelle est la durée du pitch de présentation pour chaque candidat après la sélection sur dossier? On n'a pas répondu à cette question. Je l'ai posée ce matin parce que je suis en train de faire. Ce que je promets à tous, c'est que d'ici la semaine prochaine, ceux qui seront retenus,
Vous aurez un cahier des charges transparent. L'idée, on est vraiment dans la bienveillance. On veut accompagner même ceux qui vont pitcher, être très à l'aise. On essaie de faire quelque chose de sympathique, mais qui soit décontracté. Et donc, nous, on doit échanger avec toi, Sébastien, avec d'autres qui nous donnent leur avis sur le sujet. On a les cadres nationaux, mais on sait très bien que on a besoin d'abord de discuter avec ceux qui font le business localement avant de prendre des décisions. On ne va pas appliquer ce que le village de Paris ou de Lille fait stricto sensus. On veut vraiment faire quelque chose qui nous ressemble. Et donc, on en parlait ce matin avec mon président, le président de l'ASCI, qui est le directeur général du Crédit Agricole, Laurent Noirot. Et on va définir tout ce cadre, on va l'écrire et on va l'envoyer à tout le monde et on va répondre à toutes les questions très en amont, donc pour que vous ayez 2-3 semaines de préparation zen sur cette partie. Un petit message, pas une question de Myriam Romuald Delutertrice au niveau de la partie OECS qui dit qu'il faudrait participer à la Sustainable Development, au Sustainable Development Movement. C'est une conférence là, de l'OECS depuis 1 ou 2 ans, parce qu'il y aurait des partenaires bancaires à rencontrer. Je pense que c'est en écho à ce que tu as dit sur le côté Caraïbes et des choses à faire dans la zone. Il y a une question de Damien Lurel là, qui dit déjà, ben, merci de la présentation claire. Est-ce que vous pouvez confirmer si la culture ou l'éducation font partie des secteurs recherchés en priorité et clarifier les objectifs, l'intérêt du crédit agricole à moyen et long terme? Et là, je pense que c'est par rapport au village, à la démarche de Village Baïséa. D'accord. Je commence par la question numéro 2. Ouais. Nous, on est Crédit Agricole de Guadeloupe. On n'est pas Crédit Agricole d'ailleurs. C'est-à-dire que notre existence même dépend de la santé économique, sociale, financière, sanitaire de la Guadeloupe. Et la seule extension de territoire que l'on a, c'est Saint-Barth. On n'est même pas à Saint-Martin, on est à Saint-Barthélemy et on est en Guadeloupe. Donc, en fait, notre engagement, il est toujours à long terme. On ne fait pas de coûts. On est la seule banque de plein exercice du territoire. Toutes nos décisions sont prises, et si on voyage, au plus loin on va, c'est à Petit Pérou. Toutes les décisions sont prises à Petit Pérou. On est totalement autonome. On a un président qui nomme un directeur général, qui a les délégations. Tout se fait à Petit Pérou. Donc, l'engagement, il est fort et il est surtout parce qu'on se rend compte que quelque chose est en train de se passer et qu'on doit l'accompagner parce que peut-être que c'est par là que tout le développement de la Guadeloupe va passer. Beaucoup de personnes parlent d'autonomie de plein de sujets. Nous, on ne fait pas de politique, on n'est pas en opposition avec ce qui se fait. On entend, on écoute, on est juste des économistes à tendance financière et on se rend compte que tout ce que l'on veut faire nécessite que l'on puisse développer de la valeur ajoutée. Et le sujet de la valeur ajoutée et la limite de la valeur ajoutée aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas la développer qu'au travers du commerce. On voit de plus en plus que le commerce se transforme, que les frontières se cassent, que le digital a pris le relais, que les Guadeloupéens ont développé des appétences et des compétences en gestion de coûts de leur approvisionnement sur un certain nombre de sujets. Ils sont capables de commander en Chine, d'aller dans... Donc, tout ça est en train de bouger le business. Et de l'autre côté, on se rend compte qu'on a une croissance de l'intérêt pour les ressources locales, qu'elles soient naturelles, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient sur la création de l'innovation en matière de santé. On est sur quelque chose qui bouillonne et on pense qu'il faut la structurer. Et que si on peut participer à cette structuration au travers de ces domaines, qu'on peut apporter notre expertise, qu'on peut apporter la puissance de notre groupe, je pense que derrière, on pourra faire sortir des entreprises qui iront bien au-delà du territoire et qui vont connaître de très belles réussites et qui vont être des exemples pour les jeunes qui veulent revenir, pour les compétences qui veulent revenir, pour celles qui veulent rester et qui ne veulent pas partir justement et qui ont du mal à s'épanouir sur le territoire.
Donc, voilà la réponse. L'intérêt, il est fort et il est pas discutable pour nous. Il est ancré en nous. Sur la deuxième partie, je disais qu'on a défini des domaines d'excellence, on a fait des extensions, mais que de l'autre côté, on ne va pas exclure un sujet qui nous paraît très innovant pour le territoire. On regardera tout avec le même intérêt. On a une priorité pour ces domaines, la culture, l'éducation. On aura l'occasion peut-être sur d'autres appels à projets de les intégrer de manière un peu plus forte si on se rend compte qu'il y a une tendance plus importante sur le sujet. Mais pour l'instant, on est beaucoup sur la partie innovation et surtout sur tout ce qui va contribuer à faire développer le territoire et à exploiter les ressources. Il y en a qu'on ne maîtrise pas encore très bien. Celle de la culture, c'est un domaine assez particulier. Il y a certainement des richesses à développer de la culture, mais il faut peut-être que nous-mêmes, on apprenne à identifier et à connaître comment on peut les développer et avoir quelques repères. On démarre sur ce que l'on peut maîtriser, sur lesquels on peut se faire accompagner aussi. Parce qu'on a aussi regardé ce que globalement le groupe a développé, qu'est-ce qui existe. On a par exemple développement durable, énergie renouvelable, mer, tourisme. On sait qu'il y a des fonds d'investissement qui existent au sein du groupe sur le sujet, que nous, si on présente des projets qui sont structurés, on va pouvoir accompagner ces projets-là, accéder à ces fonds-là. Donc, on sait aussi qu'il y a des filières qui existent. En Bretagne, il y a une filière mer et tourisme. Et c'est une organisation qui va bien au-delà de la relation bancaire. Et on a le fait que le Crédit Agricole ait fait une filière dans ce domaine. Il intervient de la formation professionnelle à la création d'entreprises, à la gestion de sites. Il y a une présence qui est forte dans tous ces domaines. Et donc, on va essayer de s'inspirer de certaines de ces organisations pour, entre guillemets, hein, comme on dit, dépasser notre fonction naturelle et enrichir l'écosystème de nos expertises, de notre logistique et de nos moyens. Est-ce qu'il y a, merci Rosan, est-ce qu'il y a d'autres questions complémentaires? Alors, est-ce qu'il y a une équipe permanente? Question de Julien Danette. Est-ce qu'il y a une équipe permanente pour suivre les porteurs de projets ou est-ce qu'on ferait un appel à des experts de manière ponctuelle, comme pour le pitch, par exemple? Il y a deux choses. Il y aura un maire qui sera là de manière permanente. Il ne pourra pas tout faire tout seul. On est en train de travailler aussi sur des partenariats. On est en train de réfléchir. On a des associations avec qui on travaille, qui pourraient aussi nous mettre à disposition du personnel permanent. On n'a pas encore toutes les réponses parce qu'on ne se les a pas posées trop tôt, parce qu'on n'avait pas assez de visibilité sur un sujet qui était tout simple, hein, et qu'on a pu régler avec un intervenant qui va devenir un partenaire du village aujourd'hui. On s'est battu pendant 7 mois pour avoir la fibre. Donc, tout ça faisait que jusqu'au 15 août où on n'avait pas la fibre, on avait du mal à développer des idées plus loin que quand est-ce qu'on va réussir techniquement à ouvrir le village. Et nous, en fait, à partir du moment où on a une visibilité sur la partie logistique, on organise tout le reste, on est en conduite de projet. Donc, le reste, tout ça, on est en train de le construire sur toute la partie accompagnement. On a déjà rencontré pas mal de monde. On a des experts qui vont être ponctuels. On a des experts qui proposent des signatures de contrats d'accompagnement en fonction du profil d'activité. Et en fait, c'est pour ça que derrière, on est en train d'expertiser tous ces coûts, de voir qu'est-ce que ça va être en termes de budget d'accompagnement pour avoir le coach personnalisé, plus 2, 3 interventions collectives dans plusieurs types d'experts.
et se dire que si on cumule un ou deux experts en permanent, entre guillemets, en permanent d'accompagnement, ça peut ne pas être physique, hein, le côté permanent, c'est de se dire qu'on a un call 2 fois par semaine, on a une présence physique 3 fois par mois. Qu'est-ce que ça va coûter et comment on peut le faire financer? Et donc, en fait, on ne s'exclut pas de. L'enjeu pour nous, c'est l'autonomie du village. Donc, le Crédit Agricole n'hésite pas à mettre à disposition des moyens, mais si on prend un personnel sous le village, ça nécessite aussi qu'on structure aussi les partenariats dans le temps pour qu'on assure, parce que c'est une compétence spécifique que l'on n'a pas forcément. Donc, si on va débaucher quelqu'un, est-ce qu'on a quelqu'un qu'on nous met à disposition et sur une durée? Donc, c'est des questions qu'on se pose pour trouver la meilleure solution possible, mais on ne va pas faire d'économie, entre guillemets, sur l'accompagnement. On est bien conscient que ce qui va nous permettre de faire la différence, c'est vraiment l'accompagnement. Et il y a des réponses que je vais aller chercher au niveau de mes collègues maires d'autres villages pour savoir comment ils se sont organisés également. Et pour qu'on puisse présenter un programme d'accompagnement dès l'entrée au sein du village. On va fonctionner par période, on essaie de regarder si on fait des périodes trimestrielles, comment on organise tous ces aspects et surtout qu'on ouvre à l'adaptation et on ouvre aussi au regard de nos experts. J'ai eu l'occasion d'échanger avec Sébastien, d'échanger avec Claire Montesinos, d'échanger avec d'autres qui ont réussi dans le domaine comme Philippe Ramalingon, pour qu'on puisse trouver le bon équilibre. J'avais une question sur le côté possibilité de candidater, même s'il n'y a pas d'hébergement, pardon, au niveau de l'entreprise pour des gens qui n'habiteraient pas forcément en Guadeloupe, mais avec un projet qui serait tourné vers la Guadeloupe. Est-ce que c'est des candidatures que vous acceptez ou est-ce qu'il faut, même si la personne n'est pas hébergée, est-ce qu'il faut quand même que la personne soit sur le territoire L'idée, pour c'est l'accompagnement? d'abord le territoire, mais c'est la force de notre caisse, c'est finalement qu'on est, et c'est le même état d'esprit dans le village, c'est qu'on est totalement autonome. Donc, quelque part, on n'a pas mis une clause d'exclusivité qui nous bloque et qui nécessiterait qu'on fasse un conseil d'administration pour modifier cette clause. Le territoire d'abord, mais le projet l'emporte. On est d'abord des passionnés de l'accompagnement de l'entreprise. Si le projet nous plaît, ben on trouvera ce qu'il faut pour l'accompagner et regarder, parce que on a prévu de signer une convention avec le village Baïséa de la Boétie, hein, c'est le premier, c'est le village Baïséa à Paris, pour que nos hébergés puissent bénéficier d'une partie des infrastructures de Paris quand ils doivent se déplacer. Souvent en Guadeloupe, quand on se déplace, on va en Île-de-France, c'est-à-dire qu'on peut avoir une salle de réunion pour rencontrer des partenaires, etc. Donc, se dire que sur un cas spécifique avec qui on a envie de travailler, on trouvera les solutions. Mais ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est laisser la place pour ceux qui restent ici et peut-être faciliter la mise en relation avec un village au niveau national dans la zone où se trouve la personne pour voir comment il peut être intégré à un autre village. Il y avait une question sur les implantations et je pense que la réponse est sur la carte où il y a justement les différentes implantations. Donc aujourd'hui, les implantations à l'international, c'est Luxembourg, pour ceux qui sont actifs hein, et qui sont déjà fonctionnels ouverts. Luxembourg, et il y en a 3 en Italie, je crois qu'il y a Parme, il y a Milan et je vais retrouver le troisième, mais c'est en Italie pour l'instant. Et on a la possibilité, au travers de la relation du groupe à l'international via sa filiale CACIB, hein, qui est l'un des gros intervenants sur le monde
des grandes entreprises et des entreprises du CAC 40, mais qui est aussi un intervenant significatif sur l'accompagnement des entreprises françaises à l'international. Et donc, ils ont un bureau à New York, un bureau à Hong Kong, un bureau à Shanghai, ils sont à Tokyo, donc ils sont à Londres. Donc, effectivement, en termes d'accompagnement, on peut, quand il y a un sujet à l'international, vérifier tout de suite avec nos correspondants CACIB quelle relation on a avec le pays et qu'est-ce qu'on peut proposer en termes d'accompagnement. Soit ça peut être juste un coup de fil pour une prise de rendez-vous en direct avec une autre banque. Ça peut aller jusqu'à un contrat d'accompagnement où on va jusqu'à trouver les financements, faire une analyse de la situation de risque des potentiels clients, fournisseurs. Donc, voilà, ça dépend de comment et de quelles connaissances on a du pays pour qu'on puisse adapter cet accompagnement. On va même à la recherche de financements locaux pour le développement de l'entreprise à l'international. Dans la logique internationale, il y a une question d'Evribou. Je ne sais pas si tu auras la question, mais bon, on ne sait jamais. Est-ce que le village ByCA sera au CES, donc l'événement, c'est Las Vegas de mémoire, le CES, et à Vivatech, donc à Paris. Est-ce que tu as de la visibilité là-dessus? Je poserai la question et je répondrai directement. Il n'y a pas de problème. OK, super. Je note ça. On va prendre encore une ou deux questions. Là, il est 18h10. On ne va pas abuser de la gentillesse de notre intervenant. Donc, si vous avez encore une ou deux questions, j'ai mis le lien que je vais remettre pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas vu au départ, où vous pouvez récupérer le dossier et l'adresse email à laquelle le transférer pour candidater, sachant que la deadline est demain minuit, heure de Guadeloupe. Et en attendant les questions, ben voilà, donc vous avez pu et vous continuez à participer à un webinaire qui est organisé par Guadeloupe Tech, l'association, le cluster qui regroupe les entreprises du numérique et de l'innovation en Guadeloupe, donc à peu près 200 personnes aujourd'hui, et dont l'objectif de plus en plus est de pouvoir favoriser, un peu comme le village ByCA, mais à une autre échelle avec d'autres types d'actions, notamment des actions collectives, mais un peu comme ce qu'on fait ce soir, le développement de nos entreprises, le fait qu'on puisse saisir des opportunités ensemble ou individuellement pour que l'écosystème grandisse. Donc, est-ce qu'il y a Pour répondre à une question d'autres questions? Oui, de Betty, vas-y. c'est l'Afrique, on est très bien implanté au Maroc. Et du Maroc, on a des relations avec plusieurs pays d'Afrique. Et d'ailleurs, je ne sais pas si encore cette année, mais jusqu'à dernièrement, le DG du Maroc, c'est un ancien DG de la Caisse de Guadeloupe. Et donc, nous, on n'hésite pas. On a eu un sujet récemment avec le Maroc. On a passé 2 coups de fil Crédit Agricole du Maroc. Ils nous ont fait un retour sur le fournisseur. On a d'excellentes relations. Donc, c'est un vrai crédit agricole bien structuré. Ce n'est pas une banque partenaire. Donc, du coup, ça simplifie beaucoup la relation qu'on a avec le Maroc. Et ils peuvent nous dire quel type de relation ils ont avec tel ou tel pays africain et quels sont les partenaires avec lesquels ils travaillent. Donc, s'il y a une question précise à poser sur une relation sur l'Afrique, je peux passer par le Crédit Agricole du Maroc pour apporter la réponse. Voilà. Super. A priori, il n'y a pas d'autres questions qui arrivent. On va laisser encore 2 minutes. On arrive à 18h15 et on aura fait 1h15, 1h05 depuis le début. S'il n'y en a pas forcément qui arrivent, je vous remercie à nouveau. Et puis, le prochain rendez-vous qu'il y a avec Guadeloupe Tech, c'est vendredi à 11h30. On va faire un point sur le concours Pitch Tech qui avait eu lieu lors de startup.gp, donc avec une remise de prix officielle, les porteurs de projets qui vont présenter leurs projets. Mardi prochain, le même format webinaire opportunité où là, pour le coup, avec Eve, on va parler du CES de Las Vegas, avec des opportunités à
saisir et surtout, justement, quel type d'entreprise a intérêt à se positionner sur ce type de salon. Parce qu'il faut un certain niveau de maturité et avoir déjà des choses à présenter, pas uniquement un projet, sinon c'est plus du tourisme que du développement d'entreprise. Donc, ça a son intérêt aussi. Las Vegas, c'est sympa. Et du coup, le vendredi d'après, on aura encore un focus membre. Et d'ailleurs, parmi les membres qui seraient connectés, s'il y en a, peut-être pour la prochaine ou les fois suivantes, qui veulent présenter leur entreprise, n'hésitez pas à nous solliciter, que ce soit par mail ou via les réseaux, puisqu'on est en train de faire la programmation là, sur les semaines et mois à venir. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas encore adhéré, c'est le moment pub, profitez-en. L'association, voilà, comment on dit déjà, c'est comme la télé, ça ne vit pas sans publicité. Les associations ne vivent pas sans les adhésions de leurs membres qui permettent justement d'aller chercher des financements complémentaires pour mettre en place aussi ce type d'action. Même si là, c'était ouvert à tous, jusqu'à la fin de l'année, je pense que ça sera ouvert à tout le monde puisqu'on est dans une reprise et il y a une certaine dynamique à mettre en place. Et après, il y a certains événements qui seront ouverts et d'autres qui seront restreints, entre guillemets, à nos membres qui permettent aussi à l'association d'avancer et de faire le travail pour l'écosystème tout entier. Voilà. Bon, il n'y a pas eu de questions. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. Merci beaucoup, Rosan, Merci de Mounia, m'avoir invité. maire du village Baïsé.